Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À suivre ce soir, présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante a tenu à respecter les différentes étapes de l'échéance de la révision de la liste à la proclamation des résultats provisoires du scrutin, en passant évidemment par le vote samedi dernier. Une régularité du processus électoral à suivre dans quelques instants. Après la publication des résultats provisoires donnant Alassane Ouattara vainqueur, le RHDP manifeste sa joie à Abidjan et dans plusieurs villes du pays. Les militants et sympathisants dans la rue, caravanes et parades pour saluer cette victoire du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est un précieux liquide qui manque dans le pays. Il y a une baisse des dons de sang. Le pays enregistre entre 250 et 300 prélèvements par semaine sur l'ensemble du territoire. Au lieu de 4000 auparavant, le Centre national de transfusion sanguine lance un appel à la population à faire le geste qui sauve des vies. Et puis les Américains attendent le nom de leur futur président. Joe Biden, actuellement accrédité de 238 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump, mais il reste le résultat dans une dizaine d'États, dont plusieurs swing states, ces États pivots qui peuvent faire basculer l'élection présidentielle américaine. D'abord, la présidentielle de samedi dernier en Côte d'Ivoire. Après les résultats provisoires annoncés par la CEI, le Conseil constitutionnel prend le relais pour le verdict final. La présidentielle de samedi dernier est la fin d'un long cheminement. Révision de la liste électorale au vote le 31 octobre en passant par les candidats retenus. Les résultats provisoires de la CEI donnant Alassane Ouattara vainqueur. Le Conseil constitutionnel se prononcera ensuite en dernier ressort. Tout un processus dont voici les temps forts avec Gabriel Zani. Alassane Ouattara, élu avec 94,27% des voix exprimées le 31 octobre, c'est l'issue du sprint final qu'il a opposé à 3 autres candidats retenus par le Conseil constitutionnel. L'issue de cette course au fauteuil présidentiel a commencé par la révision de la liste électorale débutée le 10 juin pour finir le 24 juin 2020. Une date butoir très vite prorogée au 30 juin compte tenu de l'intérêt observé chez les nouveaux majeurs qui souhaitent s'inscrire sur la liste électorale. Sur proposition de la CEI, l'opération sera à nouveau prorogée jusqu'au dimanche 5 juillet à la demande des parties prenantes au processus électoral. Après ce recensement des électeurs, ont suivi du 1er au 7 août 2020 l'affichage de la liste électorale et l'ouverture du contentieux. À la suite de cette phase importante viennent les observations et délibérations de la CEI qui arrêtent la liste définitive des électeurs le 24 septembre. Pendant ce temps, depuis le 16 juillet, la CEI avait déjà lancé le dépôt des dossiers pour la candidature à la présidentielle. Cette opération a pris fin le 31 août. Après l'étape de réception des dossiers de candidature, la CEI les transfère au Conseil constitutionnel, le juge des élections. Suite la vérification de l'éligibilité des 44 candidatures reçues. Le Conseil constitutionnel retient 4 candidats et rend publique cette liste définitive le 14 septembre 2020, soit 45 jours avant le 31 octobre, premier tour du scrutin, selon l'article 55 du Code électoral. Le 14 octobre débute la distribution des cartes d'électeurs par la CEI. Pour parer à toute éventualité, la possibilité a été donnée par la CEI de retirer les cartes d'électeurs le jour même du scrutin avec l'idée de permettre à un grand nombre d'électeurs de participer à cette consultation générale. Du 15 au 29 octobre à minuit, c'est la campagne pour la présidentielle. Les candidats ont eu 2 semaines pour séduire les électeurs et les rallier à leur cause. Le 31 octobre, les électeurs ivoiriens sont appelés à départager les 4 candidats retenus. Malgré les appels au boycott d'une partie de l'opposition et les heurts observés dans des zones du pays, le vote se tient. Dès le 1er novembre, la CEI débute la publication des premiers résultats. 2 jours plus tard, le mardi 3 novembre, Alassane Ouattara est déclaré vainqueur du scrutin du 31 octobre. Le même mardi 3 novembre, le Conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux des bureaux de vote transmis par la CEI
Depuis cette date, le Conseil attend jusqu'au 8 novembre les réclamations des différents candidats. Ensuite, l'institution va statuer sur les observations et les procès-verbaux et proclamer les résultats définitifs. Un processus régulier au regard du calendrier électoral pour la CEI, c'est un véritable défi relevé, ce qui est en soi un gage de transparence. Plusieurs missions d'observation ont suivi de près l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le groupe d'études de recherche pour la démocratie et le développement économique et social en Afrique en faisait partie. Les conclusions de sa mission avec Kader Sogodogo. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire est terminée. Le groupe d'études et de recherche pour la démocratie et le développement économique et social GERDES Afrique valide le scrutin et fait des recommandations. Le GERDES Afrique section Côte d'Ivoire trouve ce scrutin libre, transparent et démocratique. Le GERDES Afrique section Côte d'Ivoire recommande au gouvernement d'œuvrer à rétablir un dialogue à la fois franc et persévérant avec l'opposition à la commission électorale, à veiller à plus de renforcement et d'harmonisation des capacités techniques des membres des bureaux de vote ainsi que des superviseurs, à l'ensemble des acteurs politiques, à privilégier un dialogue franc et fraternel, seul gage d'une paix et d'une cohésion sociale durable, qu'ils s'engagent à extirper de leurs dires et de leurs faits politiques l'ethnocentrisme qui n'est qu'un excellent terreau de fractures sociales et de conflits ouverts. À la population de résister à l'instauration et au maintien de la surenchère de la psychose dont elle est victime à travers les réseaux sociaux et la classe politique. Dans sa mission d'observation, GERDES Afrique a couvert les régions du Moyen-Komoué, du Go, de l'Agnébi-Tiassa, du Poro et les districts de Yamoussoukro et d'Abidjan. Autre réaction après l'annonce de l'opposition sur le Conseil national de transition. Le Parti pour le progrès et le socialisme dit être opposé à cette idée. Le président du PPS était face à la presse ce mercredi. Kakou Mathias félicite Alassane Ouattara et appelle au dialogue. Issa Tchonayo. Il est opposé à une idée de transition en Côte d'Ivoire. Le président du Parti pour le progrès et le socialisme, PPS, l'a dit au cours d'une conférence de presse à la Maison de la Presse au Plateau. Pour Kakou Mathias, l'élection présidentielle s'est bien déroulée en dépit de quelques incidents sur l'ensemble du territoire. Parler de comité national de transition, pour nous, c'est la création d'une rébellion. Nous le qualifions d'acte terroriste. Parce que les élections se sont bien passées, elles sont bien déroulées de façon démocratique. Les urnes ont parlé. Toute autre action en dehors des urnes, pour nous, est constituée comme un acte séditieux. Le président Alassane Ouattara est un homme de paix, fait remarquer le président du PPS. C'est pourquoi il lui demande de continuer à tendre la main à l'opposition. Le président Ouattara est ouvert. Il n'a jamais refusé le dialogue. Même pendant la campagne, le dialogue a continué. Donc il facilite la tâche au nouveau président élu pour qu'il puisse travailler dans la sérénité. En même temps qu'il ouvre ses bras à dialoguer, à parler, à calmer, parce que c'est lui le président de la République, les ardeurs qui continuent de travailler. Les Ivoiriens ont besoin de lui. Ils ont soutenu son programme de société de gouvernement. Ils l'ont élu, sauf qu'il travaille pour les Ivoiriens. En retour, Kakou Mathias invite l'opposition ivoirienne à éviter tout chemin qui peut fragiliser la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. La ville de Grand Bassam célèbre la victoire du candidat du RHDP. Manifestation de joie dans les rues de la ville historique. On voit cette célébration avec Mamadou Kwasi. À chacune de leurs différentes rencontres avant la présidentielle, les militants du RHDP de la ville de Grand Bassam promettaient une victoire dès le premier tour. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ces populations viennent d'accorder plus de 90% de leur suffrage au candidat Alassane Ouattara.
Et quand le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kubiya Koulibaly, annonce les résultats, c'est la liesse populaire. Toutes les grandes artères de la première capitale ivoirienne sont prises d'assaut. Enfants, jeunes, femmes, adultes célèbrent la victoire du candidat Alassane Ouattara dès le premier tour, avec plus de 94%. À pied, à moto ou en voiture, chacun rejoignait le groupe au fur et à mesure pour manifester de façon spontanée leur joie. Des manifestations de rue qui ont bénéficié d'une autorisation préalable selon les organisateurs. Et ces populations sont restées dans les rues jusqu'au petit matin. Des manifestations grandioses sont prévues selon les responsables locaux du RHDP pour exprimer la reconnaissance du parti aux populations. Et cette célébration de la victoire du candidat Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre 2020 va durer plusieurs jours selon les populations. On voit d'autres manifestations de joie avec Kader Sogodogo à Bouaké et Ouangolo qui célèbrent aussi la victoire du RHDP. Les rues de Bouaké en effervescence. Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle, tient sa victoire. Ces militants de Bouaké, qui, en voiture, à moto 3 roues ou à moto 2 roues, plantent le décor d'une parade. C'est la paix, on veut, c'est la paix. Voilà, c'est la paix. Voilà, on remercie le papa Ago. Les responsables du parti ou simples militants sont heureux de leur victoire. Vous nous voyez sur la route de Broukro. C'est du bitume qui a été fait par Alassane Ouattara. Nous avons pris le bitume de zone, c'est du bitume qui a été fait. À Tola Kwadjokro, c'est du bitume fait par Alassane Ouattara. Les populations de Bouaké sont à jamais reconnaissantes de ce qu'Alassane Ouattara a fait à travers la maestria du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Ouangolo Dougou, la ville aux deux frontières, tout comme Bouaké, laisse éclater sa joie. Fier de l'aboutissement d'un processus qui s'achève par une victoire. C'est notre candidat qui a gagné, voilà pourquoi nous sommes contents et toute la ville est heureuse d'entendre cette victoire. Et allons pour le développement du pays qui est la Côte d'Ivoire. Après le travail, la récompense. Après la lutte, la victoire. Bouaké et Ouangolo Dougou célèbrent un double événement. Celui de la victoire de leur mentor, mais également celui d'un processus électoral apaisé. À Mississauga et à Korogo, l'ambiance festive continue après les résultats provisoires annoncés par la CEI. Les populations se réjouissent de la victoire d'Alassane Ouattara. La fête continue à Korogo 2 jours après l'annonce de la victoire du candidat du RHDP. Le directeur départemental de campagne de Korogo 2 du RHDP, Lassina Ouattara dit l'ASPR à la tête d'un long cortège. Avec les militants et sympathisants, ce conseiller technique du président de la République, Alassane Ouattara, sillonne la ville pour savourer la victoire de son parti. Cette liesse populaire se transforme en hommage à l'ancien Premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Le cortège marque donc un arrêt au caveau familial de Gon, au quartier Soba où il repose. De la résidence familiale de l'ancien Premier ministre au palais du chef de canton, les militants du RHDP de Korogo n'ont pas boudé leur joie d'avoir réélu le président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat. Avec un score de plus de 90%, la population démontre que Korogo demeure le bastion du parti au pouvoir. Merci à l'ASPR, merci à la jeunesse de Korogo, merci de continuer à immortaliser Amadou Gon et merci de perpétuer son action. Je suis le plus heureux aujourd'hui que tout le monde, c'est ça. La victoire est là, mais le conseil que je veux donner aux jeunes, de ne pas répondre au coup de pied d'un âne, de penser à notre président Alassane. Lassina Ouattara a également exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à l'ensemble des populations pour leur soutien et leur bénédiction. Il n'y doit pas de parler ici. On a fait un coup KO et c'est fini. On suit maintenant l'institution du président. Ce qui va dire encore dans 5 ans, on va suivre l'institution. Et Korogo est toujours prêt pour lui. Lassina Ouattara dit l'ASPR a annoncé pour très bientôt un conseil géant pour célébrer cette victoire au niveau régional. La présidentielle terminée, il faut cesser les violences. C'est le message de cohésion que lance le commandant supérieur de la gendarmerie. Yamoussoukro a connu des heurts
des pertes en vie humaine et destruction de biens privés, le général Alexandre Apalo Touré a échangé avec les jeunes et les chefs des différentes communautés. Tous prennent l'engagement de prôner la paix. Kader Sogodogo. Des jeunes de Yamoussoukro sortis massivement pour écouter le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Alexandre Apalo Touré. L'ordre du jour est connu. Le climat social mis en mal dans la capitale politique. Mort d'hommes, destruction de biens privés, route barrée dans la nationale A3. Cette situation doit prendre fin. Nous, on a dit, si quelqu'un doit mourir, on préfère mourir à votre place quand vous avez des problèmes. Si vous avez envie d'être militaire, si vous avez envie d'être gendarme, si vous avez envie d'être policier, si vous avez envie de faire un corps que vous appelez corps habillé, mais libre à vous de faire des demandes, de passer des concours. Mais vous n'êtes pas dans ce genre de travaux. Et vous décidez, parce que des gens qui sont des amis, qui sont des frères, qui sont aujourd'hui ensemble, demain ils ne sont pas ensemble, après-demain ils sont ensemble, le surlendemain ils ne sont plus ensemble, ainsi de suite. Pour ça, vous prenez des fusils. Un message bien reçu par les jeunes de Yamoussoukro qui veulent aller à la paix. Nous, dès qu'on quitte ici, on va démanteler tous nos barrages dans nos différents quartiers. On souhaiterait aussi qu'au sortir d'ici, que nos frères lèvent aussi les barrages de leur côté pour qu'on puisse vivre comme on le faisait avant dans la symbiose ici à Yamoussoukro. Disons tous merci au général parce qu'il nous a entretenus véritablement. Je pense qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il nous exhorte à la paix, donc nous tous allons dans ce sens-là. Évitons d'être manipulés. Le même message a été prôné aux chefs de communauté. La nationale A3, restée fermée pendant plusieurs jours, est désormais ouverte. Nationale A3 ouverte, le trafic routier sur l'axe Bouaké-Yamoussoukro a donc repris. Les activités commerciales aussi dans la capitale politique comme à Tibissou et Toumoudi. Les médiations des autorités locales continuent pour renforcer la paix. Soro Corona. Fermé à la circulation depuis le jeudi dernier, l'As Bouaké-Yamoussoukro est de nouveau ouvert. Les différentes barricades ont été levées par les forces de défense et de sécurité avec le concours des cadres et autorités locales. Si les compagnies de transport n'ont pas encore repris du service, les minicars, appelés couramment Massa, sont sur le tronçon. Depuis hier, j'ai appelé Yamoussoukro, des collègues, et ils m'ont dit que la route était depuis hier soir. Effectivement, le matin, lorsque je suis arrivé à la gare, j'ai vu 2 véhicules sortis avec un remorque. Et même, je viens de croiser un véhicule de Yamoussoukro, un même qui vient de passer. Le remorque et autres camions de transport de marchandises et de produits vivriers sont également sur la route. Mon petit est allé 7 jours aujourd'hui, il est bloqué sur la route. Le petit est fatigué. Pour nous, là, nous sommes quittés là pour venir là, il n'y a pas de transport pour nous. Actuellement, il y a circulation, vraiment, il y a circulation. Dans le district autonome de Yamoussoukro, les taxis communaux desservent les différents quartiers de la ville. Les activités commerciales ont aussi repris. Depuis le début de la crise, ça fait une semaine. Et ça fait que ce matin que j'ai pu reprendre un peu timidement les activités. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore vu d'entrave. Je circule librement pour l'instant. Ça va, ça va. Je pense qu'à la longue, ça va y aller. On n'avait pas le choix. On est resté à la maison, on n'a rien. L'argent qu'on avait là, tout est fini. Depuis le matin, on est là, en tout cas, on n'a rien vu d'abord. Une reprise rendue possible grâce aux nombreuses médiations. Depuis hier, les commerces ont repris. Depuis ce matin, les banques ont réouvert. Et on peut dire que le calme est revenu dans la terre de Félix Houphouët-Boigny. Tous les accès pour entrer et sortir de Yamoussoukro sont libres. À Toumoudi, la vie a repris. Marchés, établissements financiers et gares routières sont ouverts. La banque est ouverte, les activités ont repris. À plus de ceux, il reste seulement que les autres. Les magasins, chacun est méfiant un peu, sinon les magasins vont s'ouvrir de petit à petit. La reprise est un peu difficile. Mais ce matin-là, je crois que ça commence à reprendre difficilement. Mais avec la sensibilisation des uns et des autres, avec l'implication des autorités et la compréhension de toutes les couches, je crois que ça va reprendre d'ici demain ou bien après-demain. De Tibissou à Toumoudi, en passant par le district autonome de Yamoussoukro, les populations vaquent sereinement à leurs occupations sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité. On reste dans le centre. Après la présidentielle, les tensions ont baissé, mais les barricades sur les voies demeurent. Sur certains axes, le ministre de la Communication et des Médias prône la paix. Sidi Temoko Touré
invite les cadres et les jeunes des départements de Béoumi et de Sakassou à œuvrer pour la cohésion sociale. Charles Tatou. Dans les villes de Sakassou et Béoumi, après l'élection présidentielle, les tensions ont baissé, mais la normalité n'est pas encore totalement revenue. Les autorités et les cadres à pied d'œuvre pour la reprise des activités qui concourent à la vie de ces deux localités. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, hier mardi sur l'axe Béoumi-Bouaké pour l'enlèvement des barrages dressés par les manifestants le jour du vote. Il invite les cadres et les jeunes à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. Nous avons malheureusement fait le constat qu'il y a une tentation à vouloir amener les populations à la confrontation. Nous avions, depuis déjà avant le début de ces élections, engagé avec les autorités préfectorales des initiatives de sensibilisation des différentes communautés dans l'ensemble, aussi bien à Béoumi et Sakassou, sur les risques de ces élections et surtout la tentation que pourraient avoir certains politiques à vouloir les amener à l'affrontement. Au vu d'ailleurs de l'expérience que nous avions connue à Béoumi il y a de cela 1 an. Quand il y a conflit, le conflit ne trie pas les communautés. Tout le monde est impacté. C'est vraiment le lieu d'appeler les uns les autres à l'apaisement. Nos parents n'y gagnent rien, si ce n'est que la désolation. Plusieurs rencontres sont en cours pour calmer les esprits en vue du retour définitif de la paix dans les deux localités. Et dans l'une de ces localités, justement, Sakassou, il y avait cette folle rumeur. Incendie de la résidence de la reine des Baoulés à Kwaboni 2. Vous allez le voir dans ce reportage de Charles Tatou, il n'en est rien. Sakassou, siège du royaume baoulé. L'affaire d'un incendie qui aurait ravagé la résidence de la reine des Baoulés, une fausse nouvelle. Nous sommes ses visiteurs, nous étions là. Bon, elle allait à Abidjan, sur Abidjan pour ses courses. Et jusque-là, nous sommes là, il n'y a pas de problème. Nous sommes dedans, donc je ne vois pas où qui a été incendié. Cette fausse rumeur visait certainement à semer la haine et la division dans les cœurs en vue d'un affrontement entre les autochtones et allochtones. Le palais royal, il est intact. Le tribunal traditionnel est intact. Les rumeurs ont parcouru les 172 villages disant que la résidence était en feu. Nous savons que la résidence de la reine, c'est le symbole du peuple baoulé. Donc chacun s'est vu indigné et chacun, dans un souci d'orgueil, est venu pour défendre la cause de la royauté. Mais en vérité, rien de cela ne s'est vraiment produit. Fruit de cette rumeur, les échauffourées qui ont abouti à la destruction de certains biens publics et aux incendies des boutiques et magasins de commerce. Un constat déplorable et déshonorant. Sakassou, devenu depuis 3 jours une ville déserte, abandonnée par ses propres habitants qui vivaient depuis belle lurette en bonne intelligence. On ne voit que les forces de l'ordre, quelques habitants qui n'ont pu se déplacer et des agents des services de distribution d'eau potable venus pour réparer leur canalisation détruite. Alors là, on a soif, on ne sait pas comment on fait, donc on est pressé. On est de Walebo, mais actuellement, il n'y a personne à Walebo. Tout le monde est en brousse. Pourtant, cette brouille devrait se limiter au seul jour de l'élection présidentielle. Il s'agissait des votants et non-votants en conflit, des personnes allant dans les bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques et celles contre le déroulement du scrutin. À présent, ce communiqué de M. Jeannot Aoussou-Kouadio, sénateur de la région du Bélier, président du Sénat du Côte d'Ivoire, à l'attention des populations et cadres du Grand Centre. Le scrutin pour l'élection du président de la République s'est tenu le samedi 31 octobre 2020, conformément aux dispositions de la Constitution. Ce scrutin a toutefois été émaillé par de multiples conflits intercommunautaires, notamment dans les localités du Grand Centre, qui avaient pourtant, en 2010 et 2015, voté massivement pour le président Alassane Ouattara, établissant avec lui ainsi un bail de confiance sur le long terme. Je voudrais déplorer ces violences qui ne se justifient nullement en raison des liens étroits, fraternels et anciens unissant les populations de cette région qui vivent en bonne intelligence depuis toujours. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes et présenter mes condoléances les plus émues aux familles endeuillées et formuler des vœux de prompt rétablissement aux blessés,
La persistance de ces conflits est de nature à menacer les nombreux acquis sociaux et économiques de notre région et à affecter la cohésion et l'unité de ses filles et fils. Résolument engagé dans une dynamique de développement harmonieux avec le président Alassane Ouattara, notre région ne peut se permettre de s'installer durablement dans un cycle de violence sous peine de remettre en cause les acquis importants obtenus au cours de la dernière décennie. C'est pourquoi j'invite toutes les populations du Grand Centre à l'apaisement et à la retenue. J'exhorte vivement l'ensemble des responsables politiques locaux, les cadres et les mutuelles de développement à tout mettre en œuvre en vue de faire cesser les actes d'incivisme, les troubles de tous ordres et à s'engager sans réserve dans la résolution définitive de ces conflits. C'est fait le 4 novembre 2020, un communiqué de M. Jeannot Kouadio, sénateur de la région du Bélier, président du Sénat de Côte d'Ivoire. Et après la présidentielle, on pense au développement. Avec la lutte contre la corruption, la haute autorité pour la bonne gouvernance vient de s'enrichir de deux nouveaux membres. Il s'agit de Assi Emmanuel et lui André Dakouri Tablé. Comme l'exige la tradition, ils ont prêté serment devant la Cour des comptes ce mercredi. Ces deux personnalités ont pris l'engagement de remplir la mission dans le respect des lois du pays. Didier Nguessan. Assi Emmanuel et lui André Dakouri Tablé devant la Cour des comptes. Nommé membre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance le 29 juillet dernier en Conseil des ministres, les deux impétrants prêtent serment après la réquisition de l'avocate générale, maître Agathe Alo-Anogba. Fonction avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution. Diplômé de 3e cycle en droit, Assi Emmanuel est un ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Il fut également conseiller au Conseil constitutionnel. Quant à Dakouri Tablé, il est titulaire d'un diplôme de 3e cycle en histoire et a été plusieurs fois ministre et député. La Cour a passé en revue les missions de la haute autorité et a souligné les performances réalisées depuis 2013, année de sa création. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance bénéficie des 4 attributions qui caractérisent la matière du contrôle, à savoir la sensibilisation, la prévention, les réformes et la sanction. La Côte d'Ivoire a avancé de 30 places pour se situer en 2020 au 106e rang sur 180 pays, toujours selon le classement de Transparency International. La Cour des comptes donne acte des serments et renvoie les impétrants à leurs fonctions. Nous sommes nommés à la haute autorité pour la bonne gouvernance pour apporter notre contribution au bien commun. Donc nous sommes fiers, c'est une fierté pour nous de pouvoir travailler pour l'État, pour les Ivoiriens et pour le bien commun. Tout est réglé par la loi qui organise la haute autorité. Il s'agit de lutter contre la corruption. Les nouveaux membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont un mandat de 3 ans à compter du 1er septembre dernier. Et ces nouveaux membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance vont renforcer la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Cette autre lutte nécessite aussi l'implication de tous, celle contre la Covid-19. Voici les chiffres de ce jour. 13 nouveaux cas de Covid-19 sur 601 échantillons prélevés, soit 2,2% de cas positifs, 20 guéris et pas de décès. À la date du 4 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 778 cas confirmés, dont 20 447 personnes guéries, 126 décès et 205 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 196 129. La Covid-19 qui n'a pas épargné les activités de don de sang. Le produit manque dans les hôpitaux pour soigner les malades. Voici des chiffres pour en témoigner. Le pays enregistre que 250 à 300 prélèvements par semaine sur l'ensemble du territoire national au lieu de 4000. Les banques de données sont donc confrontées à des difficultés d'approvisionnement depuis ces 3 dernières semaines notamment. Le Centre national de transfusion sanguine appelle les populations à faire le geste qui sauve. C'est un reportage de Salimatou Dia. Ce matin, au Centre national de transfusion sanguine, Gilbert et ses collègues font don de leur sang.
La fameuse piqûre, c'est une formalité qui date de 2 ans pour ces membres de l'association Médecins sans frontières. Parce que nous, humanitaires, on est toujours aux aguets pour tout ce qui concerne la population. Et donc la période sensible que nous traversons nous a quand même poussé à faire un don, on ne sait jamais. Alors, au cas de besoin d'urgence, il faut qu'on ait du stock de sang et qu'on puisse sauver des vies. Une mobilisation face au manque de sang constaté. Les stocks de sang dans le pays s'amenuisent. Cette pénurie, elle remonte depuis le début de la pandémie à la Covid-19, mais elle s'est beaucoup accentuée depuis 3 semaines avec la période préélectorale qui a beaucoup, on va dire, qui a dissuadé l'ensemble des donneurs à fréquenter l'ensemble de nos structures. Le nombre de prélèvements est en baisse dans les structures transfusionnelles. En Côte d'Ivoire, lorsque nous tournons à plein temps, l'ensemble de nos structures transfusionnelles sur tout le territoire, c'est pratiquement 4000 prélèvements que nous effectuons par semaine. Et depuis 3 semaines, nous tournons autour de 250-300 prélèvements pour l'ensemble du pays. C'est dire que la situation est très catastrophique. Quand vous prenez une ville comme Abidjan, les besoins journaliers pour les malades à Abidjan sont pratiquement de 250. C'est-à-dire ce qu'on produit par semaine pour tout le pays, Abidjan le consomme lui seul par jour. Donc vous voyez que nous sommes obligés de donner 1-2 poches par structure sanitaire, alors que c'est des dizaines de malades qui en ont besoin. Avec un besoin de 250 donneurs par jour, le Centre national de transfusion sanguine lance un nouvel appel aux volontaires pour redonner de leur sang afin de ravitailler les hôpitaux. Si nous prélevons 4000 poches par semaine, cela va nous amener à produire autour de 8000 poches si réellement les 4000 poches sont bonnes. Parce qu'à cela, il faut malheureusement retirer les poches qui ne seront pas bonnes, soit parce que certains ont des marqueurs de virus qui sont positifs, ou bien parce que le taux d'hémoglobine n'est pas correct, ou bien même peut-être les prélèvements n'ont pas été correctement faits. Donc nous perdons en moyenne entre 10 et 15% des poches que nous prélevons. Il est important pour la population de faire le don de sang de façon régulière, toute l'année. Parce que les malades fréquentent les hôpitaux toute l'année. Malheureusement, nous voyons ces jours-ci de la violence, donc nous avons beaucoup de blessés qui sont transportés dans les hôpitaux et qui ont besoin d'être transfusés. Nous sommes tous des potentiels receveurs de produits sanguins. Et au-delà même de la violence, vous pouvez être en train d'aller chez vous et être victime d'un accident de la circulation. Donc nous les exhortons à sortir, venir faire ce geste qui va sauver des vies. La Côte d'Ivoire n'est pas encore autosuffisante en sang. Le pays ne satisfait que 70% des besoins par an, avec un gap de 30% à combler. Et en attendant de le combler, l'État renforce les infrastructures sanitaires, pose de la première pierre de l'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé d'Aboisseau, un centre pour répondre aux attentes des populations. Godefroy Okambawa. Une libation, symbole d'accord et de bénédiction pour la construction de la future antenne de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS d'Aboisseau. L'Institut sera construit sur une superficie de 10 hectares dans le village d'Assouba, à quelques kilomètres du chef-lieu de région du Sud Comoé. Sa réalisation s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD. L'intervention du CDD aux côtés de l'INFAS porte sur un montant global de 12,2 milliards de francs CFA. Vous avez à disposition des jeunes qui ne demandent qu'à travailler. Il vous appartient d'en solliciter les plus méritants pour que ce projet soit pour eux une école, soit de perfectionnement ou d'apprentissage d'un métier. Le site va abriter des amphithéâtres, des salles spécialisées, des aires de sport et une cité dortoir pour une capacité d'accueil de 450 étudiants. De la ressource humaine pour des soins de qualité dans les centres de santé. Pour la mobilisation des professionnels de santé qualifiés sur l'ensemble du territoire national est indispensable au développement des services de santé de qualité. L'amélioration de la couverture sanitaire assurée par les services de santé et la concrétisation du droit de jouir au niveau de santé le plus élevé possible dépendent de la présence, de la accessibilité, de l'acceptabilité et de la qualité du personnel de santé. À ce jour, les étudiants de l'INFAS d'Aboisseau sont installés sur un site provisoire. Dans 15 mois, la livraison des travaux estimés à 6 milliards de francs CFA. Au cours de ce lancement, la tutelle a rendu un hommage aux agents de santé qui œuvrent au quotidien pour le bien-être et la santé des populations.
Dans le reste de l'actualité au Mali, mardi soir, un bus en provenance de Mopti a été pris pour cible par des hommes armés à une trentaine de kilomètres de Bandiagara, dans le pays d'Ogon. Le bilan est lourd. 8 morts, 10 blessés légers et 7 graves évacués vers Bandiagara. La MINUSMA a également déployé une patrouille pour sécuriser les lieux après l'attaque. C'est une zone qui avait été déjà visée le mois dernier par plusieurs attaques djihadistes où l'armée a par la suite été accusée d'exaction. L'attaque n'a pour le moment pas été revendiquée, mais survient 3 semaines après celles qui ont visé le camp militaire de Sokoura. Après la clôture des votes hier mardi aux États-Unis et le dépouillement qui n'est pas encore terminé, c'est le suspense. Joe Biden et Donald Trump au coude à coude. Il reste le résultat dans une dizaine d'États, dont plusieurs swing states, les populations dans l'attente. Sidonie Davila. Élection présidentielle américaine, pas de vainqueur pour l'instant. Pour la première fois depuis les années 2000, les Américains se sont réveillés sans savoir le nom de leur prochain président après un vote à la participation record. Les incertitudes sont nombreuses dans plusieurs États clés et en raison de l'essor du vote par correspondance. Les tendances jusqu'à 16h GMT ce mercredi donnaient un écart faible entre les deux candidats, Donald Trump, 213 voix, contre Joe Biden, 238. Les deux candidats se sont exprimés brièvement pendant la nuit. Le candidat républicain Donald Trump, qui croit en sa victoire, exprime ses doutes sur le vote par correspondance et dénonce une fraude. Des propos scandaleux et sans précédent pour le camp des démocrates. Joe Biden, 77 ans, s'est dit lui-même optimiste et en bonne voie pour remporter ce scrutin, appelant les Américains à faire preuve de patience. Qui de Donald Trump ou de Joe Biden sera le prochain locataire de la Maison-Blanche? Le verdict pourrait être connu dans quelques jours. Ce mercredi, dans certains États clés, le dépouillement se poursuivait encore au compte-gouttes. Pour l'emporter, l'un des candidats doit obtenir le soutien d'au moins 270 des 538 grands électeurs du collège électoral. On apprend à l'instant, Joe Biden creuse l'écart. Il vient de remporter le Wisconsin avec ses 10 grands électeurs. Le Wisconsin qui fait partie de ces États, ces swing states qui font basculer les résultats de l'élection présidentielle américaine. Voilà qui m'a terminé ce journal. Merci de l'avoir suivi à 23h. Retrouvez Marine Cognan demain 20h, Marie-Laure Ngouron. Ce soir, retenons cette pensée de Mère Teresa. On ne souhaite pas la paix, on la fait et on la donne aux autres.